Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va parler ce soir de sortir du corps, une expérience à votre portée avec Romain Clément, qui depuis son enfance et ses quatre frères partagent un intérêt commun pour la spiritualité et la métaphysique. En collaboration avec eux, il a confondé la plateforme Gaia Méditation ainsi qu'une chaîne YouTube et une application mobile. Toutes trois visent à aider chacun à se connecter à son vrai soi. En parallèle de ses activités, Romain Clément s'investit dans des stages et des formations axées sur le voyage astral et donne des séances d'hypnose transpersonnelle. Il est également en étroite collaboration avec Michael Raduga, un chercheur internationalement connu dans le domaine du rêve lucide et de la sortie hors du corps. Il vient de publier un livre aux éditions Exergue qui s'appelle Sortie hors du corps, une expérience à votre portée. Bonjour, bonsoir Romain Clément. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, on va déjà parler de Michael Raduga, Oui, père Michael russe. Raduga, oui, c'est un expert russe du phénomène qui aujourd'hui est aux États-Unis, a ouvert son laboratoire aux États-Unis par rapport à la situation en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, et continue donc sa recherche par rapport à ce qu'il appelle l'état de phase. L'état de phase qui est aujourd'hui un terme qui est également utilisé au sein de la communauté scientifique qui s'intéresse au sujet de la sortie du corps, au sujet du rêve lucide, de la paralysie du sommeil, des faux réveils. Tout ça, ce sont des phénomènes, on va en parler, on va expliquer les différences, mais ce sont des phénomènes qui se trouvent, qui se situent systématiquement aux abords du sommeil entre la veille et l'éveil. Et Michael Raduga, donc, a commencé à vivre sa première expérience de sortir du corps à l'âge de 16 ans. Il habitait donc lui dans l'est de la Russie. Et quand il a vécu sa première expérience, il a vécu un enlèvement extraterrestre. Et il a passé 2 ans à essayer de convaincre tout son entourage qu'il avait réellement été enlevé physiquement par des extraterrestres, hein, parce que c'est une expérience sensorielle complète, donc il avait ressenti pleinement cet enlèvement. Après, au bout de 2 ans, il a revécu l'expérience et il a noté quelque chose de particulier parce qu'on lui en avait parlé. C'est qu'au moment de passer au travers de la fenêtre, quand ces êtres sont venus l'extraire de sa chambre, il a senti qu'il est passé au travers sans avoir ressenti la vitre. Et il s'est dit, mais si j'étais pas dans un de ces phénomènes dont on m'a parlé, il a demandé à ces êtres de le laisser tranquille et ils ont disparu d'un seul coup. Donc ça soulève une question par rapport à de nombreux témoignages justement d'enlèvement extraterrestre. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ça n'existe pas, hein, mais toujours est-il qu'il a remarqué quelque chose de particulier qui se situe entre la veille et le sommeil, cette expérience très particulière. Et de fil en aiguille, il a remarqué donc au fil de témoignages que ce qu'il avait vécu, c'était ce qu'on appelle une sortie hors du corps, hein. Et, en l'occurrence, une sortie pour lui qui était assistée. Et donc, depuis maintenant de nombreuses années, il s'intéresse au phénomène. Il a mis en place des programmes de recherche pour essayer de comprendre ce qu'on peut vivre ou non dans la sortie du corps, pour essayer de déceler euh, d'éventuels bienfaits qu'on pouvait tirer de l'expérience. Et aujourd'hui, je suis en quelque sorte ces traces, même si j'ai pas ouvert de laboratoire, mais je vis cette expérience depuis l'âge de 8 ans à peu près, hein. J'en ai plus de 40 aujourd'hui. Et c'est vraiment une expérience qui, au début, a été assez traumatisante dans le sens où j'avais peur parce que j'étais confronté à l'inconnu, à une expérience que je ne connaissais pas. Et de fil en aiguille, j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait vivre des choses totalement merveilleuses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour partager quelques clés pour les personnes désemparées qui vivent cette expérience de manière spontanée sans savoir ce qui leur arrive. Et surtout, aider chacun à comprendre que derrière, on peut en tirer des bienfaits. Oui, ces phénomènes d'abduction, finalement, ça me semble un peu normal que vous abordiez ce sujet-là, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? Parce que vous êtes passé de l'autre côté, finalement, un peu de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? Est-ce qu'on trouve ce qu'on amène, finalement? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté du miroir? C'est très très vaste. On retrouve des points communs selon les personnes en fonction de certaines expériences et on va retrouver certaines expériences qui diffèrent totalement. Ce qu'on retrouve très régulièrement,
c'est une forme de projection. Alors aujourd'hui, bien sûr, hein, j'exprime une des visions du phénomène, celle que j'ai aujourd'hui, qui est amenée à évoluer parce qu'elle a déjà bien évolué depuis de nombreuses années et donc elle n'est pas figée. Mais je remarque systématiquement dans l'expérience que je vis et de nombreux stagiaires également, qu'on est en forme de projection par rapport à notre état émotionnel. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que quand on entend parler de sortir du corps, on entend parfois parler du voyage astral. Cette expression qui est née à la fin du 19e siècle avec la société théosophique qui aborde cette notion des sept corps, le corps physique, le corps astral, éthérique, mental, etc., etc. Et donc, ce corps astral, ce véhicule, en fait, c'est notre émotionnel. C'est ce véhicule avec lequel on voyagerait, hein, justement, quand on est en sortir du corps. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, là où je suis en raccord avec cette expression, c'est que je remarque que dès qu'on émet une sensation de joie, par exemple, tout de suite, on se connecte à quelque chose de merveilleux et de beau. En revanche, dès qu'on a une petite peur, tout de suite va se manifester à un moment donné, peut-être une ombre. Cette ombre, elle est neutre, mais elle va venir manifester et manifester quelque chose qui va susciter en nous une peur. En fait, c'est la peur amène la joie emmène quelque chose de beau et joyeux, hein. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait une matière dans cette expérience à transmuter du coup nos parts d'ombre. C'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, qui sont déjà en avance par rapport à ce phénomène et qui l'utilisent déjà d'un point de vue thérapeutique. Oui, c'est pour ça que dans votre livre, vous dites qu'il faut déjà mettre un plan d'action avant de partir, mais ça, c'est dans le livre. Donc, Oui. en ce qui vous concerne, vous, dans vos premières sorties hors du corps, où est-ce que vous Mais alliez, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce quelle différence il y a entre ce que vous faisiez il y a longtemps et ce qui est maintenant? Est-ce que, oui. voilà, est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui, il y a une énorme différence par rapport à ce que je vivais avant et ce que je vis aujourd'hui. En l'occurrence, je vais tout d'abord parler des premières expériences vécues quand j'étais enfant, des expériences du coup spontanées qui arrivaient comme ça sans que je le programme, hein, sans plan d'action, sans avoir programmé l'expérience et surtout, je n'avais jamais entendu parler de ce que c'était. Et en l'occurrence, la première expérience, c'est celle du néant absolu. C'est une forme de sortie hors du corps, du coup, totalement conscient, mais cette fois-ci, j'étais pure conscience plongée dans un néant absolu. Et ce néant absolu, forcément, enfant, moi, toutes ces expériences ont commencé après le décès de ma grand-mère, donc lié à un questionnement par rapport à la mort. Donc forcément, plongé dans ce néant, j'ai commencé à penser que j'étais mort et que j'étais perdu dans ce néant pour l'éternité. Et plus je commençais à me poser cette question, plus l'angoisse arrivait. Je vis une forme de, peut-être de crise d'angoisse indirectement. Cette expérience cessait et ensuite j'étais terrorisé. Parfois, elle s'enchaînait par ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, une expérience toujours aux abords du sommeil qui n'est rien d'autre qu'un l'un des symptômes de la sortie du corps, une sortie du corps en gros qui n'a pas encore abouti. C'est-à-dire qu'au lieu de brancher notre conscience sur un autre point de la conscience qui est au-delà du corps physique, on est encore focalisé sur le corps physique qui est naturellement, physiologiquement immobile et paralysé dans cette phase du sommeil, le sommeil paradoxal, là où les rêves sont les plus vifs. Et c'est comme s'il y avait un bug, un décalage qui se produit et que on se réveille et le corps, au lieu de retrouver sa capacité à se mouvoir, il reste encore immobile et paralysé pendant quelques secondes. En l'occurrence, à nouveau, cette paralysie s'enchaînait donc suite à cette expérience consciente. Donc j'étais prêt à aborder cette fois-ci le symptôme de la sortie du corps, mais à chaque fois, je me sentais prisonnier dans ce corps et j'avais souvent la présence d'une ombre aux abords du lit, hein. Aujourd'hui, on appelle ça des intrus. Et cette ombre, qui est neutre à la base, hein, je lui donnais systématiquement une connotation négative, malveillante, parce qu'en fait, tout simplement, c'était l'inconnu et ma peur de l'inconnu qui s'exprimait. Systématiquement, je revenais à moi et j'avais peur, hein. J'avais toujours peur de replonger, de m'endormir, si bien qu'il me fallait laisser la lumière allumée dans le couloir avec la porte entrouverte avant d'aller me coucher. Et par la suite, j'ai commencé à vivre mes premières sorties hors du corps, vraiment. Alors, quand je parle de sortie, cette sensation de sortir du corps. Elles étaient tellement réalistes d'un point de vue des sensations que j'étais persuadé, intimement persuadé d'être debout physiquement dans ma chambre. À chaque fois, je me levais, je me disais, j'allais aller aux toilettes, soulager la vessie. J'essayais d'allumer la lumière et la lumière ne s'allumait pas. Bon.
Jusque-là, c'était juste l'ampoule qui avait grillé. J'ouvrais la porte, j'allais dans le couloir, j'essayais d'allumer la lumière à nouveau et bah, l'interrupteur ne fonctionnait pas. Et donc, petit à petit, d'interrupteur en interrupteur, la panique s'installe. Je ne comprends pas pourquoi tout reste dans l'obscurité, pourquoi rien ne marche. Je vais voir mes parents ou mes frères dans leur chambre et je les vois inertes, inanimés. Et je pense à ce moment-là, une fois de plus, que je suis mort ou qu'ils sont morts. Donc, à nouveau, la peur s'installe, une expérience un peu angoissante euh, s'ancre et d'un seul coup, je reviens à moi. Alors, ça, c'est les premières expériences qui sont quand même, on va le dire, teintées d'interrogation et donc forcément de peur, parce que tout simplement, encore une fois, c'est la peur de l'inconnu et la peur de la mort qui est présente. Par la suite, suite à des rêves lucides où justement je commence à explorer, donc les rêves lucides, des expériences où on est conscient en plein rêve, qui sont dans une forme de continuité avec la sortie du corps, sauf que la porte d'entrée, c'est celle du rêve à l'état endormi, eh ben, je commence à vivre des expériences merveilleuses comme me mettre à voler, expérimenter des voyages sur des plans de lumière. Et à partir de là, mes sorties du corps ont commencé à être très intéressantes et belles. Beaucoup de ressemblances avec les expériences de mort imminente et puis avec les écrits de Jung aussi concernant son ombre. Hein, c'est-à-dire que ce qui nous fait le plus peur, c'est notre propre ombre. Vous dites dans votre livre qu'il faut faire l'apprentissage de la séparation du corps physique et du corps énergétique. Je pense que ce que vous avez vécu en tout début, je pense que c'est un peu ce que vont vivre tous les débutants. C'est ça, effectivement, c'est quelque chose de très courant. Cependant, et j'aimais bien voilà, un bémol, c'est que je rencontre énormément de personnes qui euh, enclenche justement cette démarche de vivre délibérément une sortie hors du corps, des personnes qui n'ont jamais médité de leur vie, des personnes même parfois très matérialistes, et qui vont éprouver dès le début des expériences fabuleuses, des expériences qui vont changer du tout au tout leur vision, leur perception de la réalité, du monde, de la vie qu'elles mènent, et qui vont d'un seul coup entrer dans une forme de bienveillance vraiment intrinsèque, comme si elles étaient de nouvelles personnes. A contrario, il y a des personnes que je rencontre qui ont médité toute leur vie, presque, enfin, je vais dire depuis des années, et qui commencent à s'initier avec les différents protocoles, notamment ceux présentés dans le livre, et qui vont rencontrer des difficultés pour aller le plus loin dans la sortie du corps. Des personnes qui cheminent, qui se retrouvent bloquées parfois juste dans leur chambre ou dans leur maison sans jamais aller au-delà. Et selon moi, ça reste qu'une interprétation et ça reste que la mienne, encore une fois, ce n'est pas la vérité absolue, mais je pense elles sont encore bloquées par rapport au fait que dans cette expérience, elles restent dans un environnement qu'il aurait connu, un environnement où elles se sentent en sécurité. Et on est juste confronté, une fois de plus, comme on l'a dit, à nos pardons, c'est-à-dire aussi nos peurs parfois viscérales, la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Et certains sont beaucoup plus vaillants dès le début, se disent, OK, je vais bien au-delà. Et ces personnes s'aventurent directement dans des voyages merveilleux. Donc, vous expliquez ce que c'est que le fil d'argent. Je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Vous dites qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de personnes qui sont mortes en ayant fait une sortie hors du corps. Mais qu'est-ce qu'on en sait finalement? Parce que justement, ce qu'on en sait surtout, c'est quelles sont les personnes qui sont parties suite à une sortie hors du corps, mortes de ce voyage, qui en seraient revenues ressuscitées pour dire qu'elles étaient mortes à cause de ça. En fait, je prends surtout dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on entend énormément parler depuis longtemps des mises en garde, attention, vous risquez de mourir. Mais je rappelle juste, alors je comprends totalement ce questionnement, parce que moi-même, pendant longtemps, j'étais dans cette phase de pensée, en ayant peur de ça. Mais surtout, je me dis que j'ai réalisé l'absurdité de cette interrogation, parce qu'effectivement, jamais personne n'est revenu d'entre les morts pour dire qu'elle était partie à cause de ça. En revanche, je remarque aussi qu'aujourd'hui, j'ai formé plus de 1000 personnes, 1000 stagiaires. Je n'ai jamais eu un seul message d'une famille, d'un stagiaire ou autre m'ayant écrit pour dire mon proche, enfin mon époux, ma femme, mon enfant est parti de cette expérience. Et je vais même aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Pendant le confinement, l'un des hashtags le plus utilisé sur les réseaux sociaux, c'était le hashtag shifting, chez les jeunes notamment les jeunes, on va dire dès l'âge du collège, déjà 14-15 ans, se sont initiés à cette pratique, le shifting qui veut dire en anglais
to shift, transiter. Et s'agissait de transiter dans une autre réalité. Et tout ça, comme par hasard, aux abords du sommeil, entre la veille et le sommeil, avec des protocoles qui ne sont rien d'autre que des protocoles liés à la pratique du voyage astral ou encore du rêve lucide. Donc, j'ai eu énormément de messages, après avoir fait quelques vidéos là-dessus, de jeunes qui déjà vivaient des voyages. Alors pour eux, pour l'instant, dans leur fameux plan d'action, les actions qu'on souhaite accomplir dans la sortie du corps, c'était de se rendre à Poudlard, l'école des sorciers dans Harry Potter, ou encore sur d'autres planètes comme dans Star Wars. Et surtout, ces jeunes-là y arrivaient. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que ce hashtag a été utilisé des milliards de fois. Donc, c'est vraiment l'un des plus utilisés pendant le confinement. Et encore récemment, j'ai une femme, une stagiaire, qui m'a dit, je suis vraiment étonné parce que je lisais le livre. Et en fait, je suis étonné de voir que mon fils, qui est au collège, connaît déjà tout ça et a déjà expérimenté avec ses amis cette expérience. Donc là, je pense qu'on a réussi, il y avait un réel danger par rapport à tout ça, une grande vague aux informations sûrement de jeunes qui seraient déjà morts de cette expérience. Si vraiment c'était aussi dangereux que ça. Oui, les collégiens, ils aimaient bien avant aller consulter les esprits, faire tourner les tables. Vous dites quand même qu'il faut faire attention pour les somnambules. Oui, alors bien sûr, il y a toujours quand même quelques mises en garde. Moi, tout de suite, c'est aussi déjà moi-même pour me protéger parce que je ne veux pas pousser les gens à vivre l'expérience si elles n'en ont pas envie. Des personnes qui pourraient avoir des troubles d'ordre psychiatrique, parce que tout simplement, je ne suis pas un spécialiste de la psychiatrie, tout ça. Donc, je ne veux pas non plus rajouter à la difficulté par moment de se situer par rapport à la réalité ordinaire, rajouter du doute et du questionnement là-dessus. Ensuite, par rapport au somnambulisme, c'est juste, j'ai mis des guillemets, parce que potentiellement, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on remarque, j'ai parlé de la paralysie du sommeil tout à l'heure, qui a lieu justement aux abords du sommeil, soit à l'endormissement, soit au réveil. C'est un processus totalement naturel pour le corps de rester immobile, notamment quand on rêve. On l'a remarqué en laboratoire avec des souris. Alors, je ne suis pas fan des expériences sur les animaux, mais ces souris qui étaient en train de dormir, les chercheurs ont inhibé l'information qui passe du cerveau à la moelle épinière, qui dit au corps de rester immobile. À ce moment-là, ils ont inhibé l'information et la souris qui dormait s'est mise à marcher. Donc, elle vivait une crise de somnambulisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, les gens qui vivent une crise de somnambulisme sont en train de vivre une sorte de voyage. Et au lieu que le corps reste dans cette paralysie naturelle qui est physiologique, cette paralysie n'a pas lieu et ces personnes sont en train de se déplacer. Donc, pourquoi je mets une mise en garde, c'est que si la personne n'a jamais entendu parler du phénomène, potentiellement, si elle se met à voyager et qu'elle dit, oh, je vois une fenêtre, je vais passer au-delà, potentiellement, ça pourrait être dangereux. Alors, encore une fois, je ne forme pas juste des personnes qui vivent des crises de somnambulisme à ce niveau-là. Mais par contre, ça, c'est une autre approche. J'y vois potentiellement une facilité peut-être derrière pour, au contraire, désamorcer des crises de somnambulisme. Je m'explique, une personne qui développe cette aptitude de devenir consciente en plein rêve. Donc, on parle de rêve lucide. Donc, c'est des protocoles qui sont liés, hein. Cette personne qui sait qu'elle vit naturellement des crises de somnambulisme pourrait se dire, une fois consciente dans le rêve, je ne fais plus rien. Pour s'éviter justement des mésaventures et surtout parce que le fait de rester passif quand on est dans cette expérience, ça nous ramène à nous. En rêve lucide, ça nous réveille. En sortir du corps, ça nous ramène à nous. Et donc, potentiellement, ça évite justement des mésaventures. Oui, alors 60% auraient vécu déjà un rêve lucide dans leur vie, Mm. au moins un, et les femmes sont plus douées pour ce Mm. genre d'expérience. Et différence entre le rêve lucide et le rêve induit, c'est pas du tout la même chose. Oui, effectivement. Alors, 60% auraient déjà vécu un rêve lucide. Alors, c'est vraiment une statistique aujourd'hui qu'on retrouve dans la plupart des sondages avec à chaque fois 1000 répondants, 1000 sondés. Ce pourcentage, il est même de 90% de la population qui a vécu au moins l'un des phénomènes liés à l'état de phase, sortir du corps, rêve lucide, paralysie du sommeil, faux réveil, etc. Le rêve lucide, c'est quand même la proportion la plus élevée. Et aujourd'hui, donc à l'époque, quand j'en parlais, des fois, on me regardait avec des grands yeux, mais très souvent, en fait, beaucoup de personnes disaient oui, j'ai déjà vécu ça. Et ce que je remarque aussi, c'est que plus on en parle, notamment sur les réseaux, sur les chaînes YouTube, etc., par exemple,
plus ça entre vraiment dans la conscience collective et naturellement, énormément de personnes vivent cette expérience et l'expérimentent. Les femmes sont plus douées, d'après divers sondages. Je remarque naturellement aussi dans mon groupe d'échange par rapport à la sortie du corps qu'il y a énormément de femmes. Après, donc, globalement, dans tout le milieu de la spiritualité, là, je sortais notamment d'une journée de conférence. La salle est remplie de femmes. Est-ce que elles sont plus connectées, peut-être tout simplement aussi à leur état émotionnel, plus ouvertes à, à ce questionnement, à ce type de questionnement? Très certainement, ça doit jouer par rapport à la pratique de la sortie du corps. Bien sûr, j'ai rencontré énormément d'hommes également qui arrivent à vivre facilement des expériences fabuleuses en sortir du corps. Et ensuite, la dernière question, c'était la différence entre le rêve lucide et le rêve induit. Alors, dans les deux cas, on a souvent une forme d'induction. L'induction, c'est un terme utilisé notamment en hypnose. C'est comme une intention forte qui peut être émise à travers d'une pensée ou également d'une émotion. Et je dirais même que quand les deux sont alliés, l'induction est encore plus forte. Ça va nous emmener à vivre une expérience. Donc l'induction, par exemple, c'est je souhaite vivre un rêve lucide. Avant de s'endormir, on peut aider à vivre cette expérience, c'est-à-dire qu'on est en plein rêve, on chemine et d'un seul coup, on devient conscient en plein rêve. On vit donc un rêve lucide. Le rêve induit, c'est un rêve, mais qui n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient d'être dans le rêve. Par contre, on a programmé ce rêve. Je m'explique. Il nous arrive par moment de rêver, de faire un rêve très agréable. Alors, imaginons que je me retrouve, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, en vacances à Tahiti, et je me réveille, d'accord, en pleine nuit. D'un seul coup, je dis, mince, je me suis réveillé, j'aimerais retourner dans ce rêve, j'aimerais prolonger ce rêve. À ce moment-là, on redort, on se replonge dans le rêve parce qu'on l'a programmé. Et c'est typiquement ce qu'on appelle un rêve induit. Je ne suis pas lucide, je ne suis pas conscient d'être en train de rêver, et donc ce n'est pas un rêve lucide. Le rêve lucide peut être un rêve lucide induit, bien sûr, c'est-à-dire que si on avait pris conscience dans ce rêve. Vous avez parlé des faux réveils. C'est quoi les faux réveils? Les faux réveils, c'est un phénomène très intéressant parce que voilà, c'est étroitement lié également à la sortie du corps, au rêve lucide également. C'est une expérience qui se produit souvent en boucle. Toujours, pour moi en l'occurrence, quand ça m'est arrivé, c'était toujours en phase de réveil, en phase dite hypnopompique. Je me réveille en étant persuadé d'être réveillé. Donc jusque-là, on pourrait presque penser encore à une sortie du corps. Je me lève, je me souviens, ça a commencé enfant, hein, donc pour moi, je préparais mes affaires pour aller à l'école et boum, je revenais à moi, je me réveillais. Alors, cette fois, je me disais, souvent l'interrogation, c'est qu'on se dit, c'est que ah, j'étais en train de rêver, cette fois-ci, je me lève pour de bon. Rebelote, je prépare mes affaires pour aller à l'école, je m'habille, je prends mon petit déjeuner et boum, je me réveille à nouveau. Donc, cette expérience est vraiment troublante. Elle est particulière parce qu'au bout d'un moment, quand elle se produit trois, quatre fois d'affilée, on commence à avoir un léger, je dis un léger malaise, c'est-à-dire qu'on commence à ne plus comprendre où on se trouve. Est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je ne le suis pas? Jusqu'à ce qu'on soit réellement, physiquement réveillé. Au bout d'un moment, là, on arrive enfin à faire la différence. Oui, ce qui est gênant aussi, c'est tous les symptômes qui signalent qu'on est en train de partir. Bon, les images, le bruit, mais les vibrations aussi, les chutes, la chute Mm. au moment de s'endormir, qui nous fait revenir parce que on n'aime pas chuter. Ça, tout le monde l'a vécu, hein. Oui, énormément de personnes vivent ce genre de symptômes, ces signes précurseurs à la sortie du corps. La difficulté, encore une fois, c'est on n'est pas suffisamment informé et éduqué par rapport à tout ça. Donc forcément, à chaque fois que ça arrive, ce n'est pas plaisant. Aujourd'hui, énormément d'expérienceurs, de personnes qui pratiquent assez régulièrement la sortie du corps avec différents protocoles, vont même rechercher ces symptômes parce que ces symptômes deviennent presque plaisants. Alors, une fois de plus, c'est parce que c'est l'inconnu. Au début, moi, les premières fois, quand j'essayais de faire cette pratique délibérée, donc de choisir en fait vraiment de vivre l'expérience, quand j'étais plus jeune, j'avais pas encore les protocoles efficaces pour le vivre. J'expérimentais souvent les symptômes et j'ai resté dans ces symptômes au lieu d'amorcer pleinement la sortie consciente et délibérée. Par exemple, on retrouve de fortes vibrations dans la tête ou dans le corps. Et en l'occurrence, des vibrations, plus elles s'intensifiaient, plus au bout d'un moment, je me disais, mais est-ce que je dois accueillir cette vibration?
la laisser prendre encore plus d'ampleur? Est-ce que ma tête va exploser ou est-ce que j'arrête tout de suite l'expérience? Voilà. Donc j'étais confronté à ce doute, à ce questionnement. Par moments, c'est des voix, même des sifflements qu'on peut percevoir, des bourdonnements dans les oreilles. Pareil, une fois de plus, il m'arrivait d'entendre des fois des voix dans des langues que je ne comprenais pas, qui s'intensifiaient, mais même perçues de l'intérieur. Euh, je les regardais de manière suffisamment neutre, mais plus le volume montait, plus je me disais, mais jusqu'à où ça va monter? Systématiquement, ces symptômes, quand on reste entre les deux, je parle vraiment de l'époque où j'étais dans ces questionnements, et ben, j'étais souvent un peu désemparé pour aborder ces symptômes. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'en parler, pour que les personnes qui commencent à déceler ces symptômes puissent comprendre quelles sont aux prémices de cette expérience qui est la sortie du corps, le voyage astral. Oui, mais les vibrations, moi j'avais l'impression qu'on était plutôt en train de nous reprogrammer, parce que la vibration, qu'est-ce que vous faites quand ça vibre, vous, finalement? En l'occurrence, moi, déjà la vibration, il faut savoir que aujourd'hui, la vibration, je ne l'ai presque plus. Plus on est habitué à vivre des sorties hors du corps, plus on les vit, plus on saute même cette étape des symptômes. C'est-à-dire que, par exemple, je me réveille, j'ai mis déjà l'intention de voyager et je saute toute l'étape des vibrations. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, cette vibration, elle est comme un changement de fréquence. La sensation qu'on change d'état, on passe d'un état vibratoire à un autre, et le mot vibration vient même de là. Donc, quelque part, quand on reste dans cet état de vibration, c'est qu'on reste entre les deux. Et l'idée, c'est vraiment de passer le cap pour aller de l'autre côté du miroir. Alors, dans vos stages, vous faites des méthodes directes, des méthodes indirectes, basées sur le yoga des rêves tibétains. Dans la méthode indirecte, vous avez jusqu'à 70 à 80% de réussite sur 3 jours de stage. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, vos stages. C'est Pendant ça. on est coincé chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est ça. Effectivement, je parle souvent de ce chiffre, 70, même 80% en 3 jours. Alors, si on veut, je vais dire dans la semaine, hein. Dans la semaine, des personnes qui vont commencer à entrer dans l'état de phase. Je parle vraiment de sortir du corps, de rêve lucide, tout ça. Ça fait, on me dit souvent, ça peut faire très vendeur, très marketing. Et en fait, ce chiffre s'appuie réellement sur les résultats obtenus par tous les enseignements, les enseignants de la phase, donc Michael Raduga, moi-même et d'autres confrères, parce qu'on retrouve ce taux de réussite lors des stages. Souvent, le plus efficace, ce chiffre, c'est sur des stages de 3 jours. En l'occurrence, moi, je donne surtout des stages de 2 jours parce que c'est difficile pour chacun, en fait, de s'absenter du travail, de prendre un jour de congé supplémentaire. Donc, je fais ça principalement en week-end. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de ces stages, on va travailler sur les protocoles. On va s'exercer sur ensuite ces protocoles. Donc, on est en pleine journée. On fait ça, je mets des guillemets, hein, c'est comme si c'était une forme de méditation. Le but à ce moment-là, c'est pas de vivre la sortie, c'est d'ancrer les automatismes des différentes techniques que l'on va pratiquer ensuite en pleine nuit au moment de réveil nocturne. On utilise les phases de réveil, donc là, on parle de méthode indirecte parce qu'on vient d'un état physiologique, donc le domaine du sommeil, qui est plus proche de l'état recherché pour vivre la sortie du corps. Du coup, l'effort est moindre pour vivre l'expérience. Donc l'idée, c'est qu'au moment où on se réveille, on a tous l'habitude à un moment de se dire, bon, j'ai la tête dans le pâté, et à ce moment-là, soit on a envie de dormir, ou d'un seul coup, on est très alerte, et on se dit, c'est l'heure de se lever. L'idée, c'est de derrière, au moment du réveil, dans les premiers instants, dans les 5 premières secondes, d'avoir tout de suite en tête le protocole, les actions à effectuer. Donc, il s'agit de techniques qu'on effectue en cycle. Par exemple, on va parler d'une technique de la corde. C'est imaginer, visualiser une forme de corde plus ou moins fictive, hein, qui se trouve au-dessus de nous. On n'a pas besoin de la voir, on fait comme si on émettait l'intention de la saisir, sans bouger un seul membre du corps. Et si on ressent d'un seul coup une corde au bout de main, je dis de main entre guillemets une fois de plus parce que les mains physiques n'ont pas bougé, ça veut dire que derrière, on a commencé à amorcer le voyage. On va donc saisir cette corde, qu'on la voit ou non, et on tire dessus pour s'extraire de l'enveloppe de chair. Et donc, on amorce de cette manière le voyage. Maintenant, pendant longtemps, lors de différents stages avec les prédécesseurs, on effectuait plutôt des techniques, des méthodes liées
et à la relaxation via des méditations. Et pour le coup, on restait des heures, parfois allongées, pour essayer de vivre les prémices d'une sortie hors du corps. La difficulté, c'était qu'en fait, on arrivait à partir d'un état éveillé et alerte, et que pour vivre cette expérience, on a besoin de se rapprocher du sommeil sans plonger dans un sommeil profond. Donc, des personnes en stage disaient à l'issue de stage, d'une journée complète de stage, bon, bah, j'ai payé pour dormir. Et là, effectivement, c'était moins Vous bien. appelez l'hypnagogie, c'est-à-dire le moment juste C'est avant ça. le réveil. Alors, quels sont les bienfaits? Pourquoi vous y retournez? Quels bienfaits ça vous fait? Alors les bienfaits, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine parce que souvent on parle de voyage astral, donc d'une exploration, explorer les confins de l'univers, explorer la Terre, etc. Je précise tout de même qu'on n'est pas en train d'explorer le plan tridimensionnel, le plan terrestre et physique, hein. On est sur un autre plan vibratoire, donc une exploration qui diffère. On peut même parler, et ça c'est encore une fois aujourd'hui la vision que j'en ai, explorer en quelque sorte notre psyché. C'est un voyage intérieur également, hein. Donc derrière, pourquoi vivre l'expérience? Bah, déjà pour essayer de mieux me connaître sous différents plans. Aujourd'hui, je suis également praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose dite spirituelle, dite régressive, hein. On peut utiliser cette expression également, où on va explorer différents aspects de notre psyché, à travers de vies, euh, on dit antérieures, mais ça peut être simultané, futur, parfois faire des régressions dans cette vie-là également pour essayer de comprendre certaines choses qui sont peut-être liées même à l'enfance. Et donc, en sortir du corps, déjà, c'est des choses qu'on peut vivre très naturellement. Ensuite, on peut recevoir des messages pour soi. Ces messages, on les obtient de différentes manières. Il suffit déjà dans le plan d'action de poser une question. Et certains, peut-être que c'est teinté des croyances et parfois non, certains vont avoir ensuite la manifestation de ces messages par l'intermédiaire de guides de défunts protecteurs qui veillent sur eux, mais également aujourd'hui on est dans l'ère, on est au 21e siècle et par moment on pose une question et on reçoit le message avec un écran qui s'affiche devant nous, qui apparaît devant nous et des images qui sont projetées sur cet écran. Il y en a même aujourd'hui qui me décrivent recevoir un message textuel dans un téléphone sur ce plan, hein. Donc aujourd'hui, il y a différentes manières de recevoir des messages. Et forcément, derrière, on va pouvoir travailler également sur le domaine de l'émotionnel, je l'ai dit tout à l'heure, du mental, mais également du physique. La santé, vous dites aussi, ou sur les phobies, par exemple. C'est ça, la phobie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de alors, très puissant. Là-dessus, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager le plus lors des stages, au-delà des protocoles qui finalement permettent de vivre la sortir du corps facilement. Maintenant, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut vivre derrière une fois qu'on est en sortir du corps. Et travailler sur les phobies, travailler sur l'anxiété, travailler sur nos schémas de pensée. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'intéresse énormément. Donc, les phobies. Bien souvent, quand j'étais enfant, des prémices de la sortie du corps, je voyais cette fameuse ombre, je l'ai dit tout à l'heure, aux abords du lit. Je la voyais comme néfaste et malveillante, jusqu'au jour où j'ai compris qu'on pouvait se retourner face à cette ombre et lui demander qui es-tu et pourquoi es-tu là. Aujourd'hui, à chaque fois que je pose cette question, je dis à mes stagiaires de poser cette question. Systématiquement, le retour que j'en ai, c'est que cette ombre change de forme. Soit il y a un flash lumineux et elle se retrouve face à un être de lumière ou encore un guide. Ça peut même se manifester sous forme d'animal, l'animal totem. Bref, qui a une réponse à donner, un enseignement ou même parfois juste un défunt protecteur qui dit, je suis là pour veiller sur toi. Bon, c'est pas une sortie hors du corps pour aller voir ce qui se passe chez le voisin, ça marche pas. Exactement, même si c'est l'une des motivations de nombreuses personnes qui m'écrivent, voilà, je le dis tout de suite, voilà, c'est pas de cette manière que vous arriverez à le faire. Donc, le livre est paru aux éditions Exergue. C'est un voyage multidimensionnel qui peut changer notre vie, sortir du corps, comme un Clément. Et vous avez un site Gaïa Méditation, ça c'est sur YouTube, je crois. Également, c'est présent sur YouTube, l'application mobile également. Si les gens veulent suivre vos stages, c'est Oui, ils peuvent me retrouver à travers le site internet, donc gaiaméditation.com notamment. Dans la rubrique agenda, vous voyez tous les événements. S'il y a des stages, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir sur cette page. Après, vous retrouvez également sur les différents réseaux. Je suis présent sur Instagram en tapant mon nom. Là-dessus, vous verrez, il y a des formulaires pour recevoir la mailing. Alors, vous êtes plusieurs frères, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous vous retrouvez des fois ensemble là-haut? Ah, on est 5 frères. Alors, on est très proches tous, hein. Moi-même, je suis triplé également.
Et depuis, alors moi, la particularité, c'est que j'ai vécu l'expérience depuis très longtemps, hein, et je l'ai vécu très souvent, très régulièrement. Depuis que je partage ces expériences, que j'en parle publiquement, mes frères, forcément, ont vécu l'expérience plusieurs fois. Bien sûr, il nous arrive à des moments de se croiser. Quand je dis se croiser, je les vois dans mes sorties des fois. Je vais plus souvent voir même mon père en sortir du corps qui est vivant, hein. Je précise quand même qu'on peut voir des êtres, des manifestations et elles se font de différentes manières. Ça ne veut pas dire que je suis forcément en contact avec mon père, mais je pense que je suis en contact avec de l'information qui se manifeste d'une certaine manière. Et donc forcément, quand je vois mes frères et que je leur demande est-ce que vous vous souvenez de moi, de m'avoir vu, ils ne me disent pas se souvenir de m'avoir vu à ce moment-là en sortie. J'ai eu qu'une seule fois, à vrai dire, depuis maintenant plusieurs années que j'enseigne tout ça, un témoignage troublant d'un couple qui s'était donné rendez-vous en voyage. Alors bien sûr, si ça faisait partie de leur plan d'action à chacun, forcément, bah, ils pouvaient être amenés à se rencontrer. Et en temps normal, quand les gens font ça, le décor est différent, la scène, ce qui se déroule une fois qu'ils se rencontrent, c'est toujours différent. Donc ça, c'est pas suffisamment probant pour dire qu'ils se rencontrent réellement. Mais cette fois-là, ce couple, il y a quelque chose de très particulier, c'est que, alors c'est choquant, hein, mais le mari ils étaient en train de voler, en sortir du corps, et le mari a poignardé sa compagne. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à leur retour, en fait, dans le témoignage, il m'a raconté que sa femme lui a demandé directement au moment de revenir, quand elle est revenue à elle, a dit, ah, bah, je t'ai bien vu en sortir du corps, pourquoi tu m'as poignardé? Et il m'a dit, bah, justement, je voulais faire quelque chose de suffisamment choquant pour voir si tu allais bien capter tout ça. Bon, en tous les cas, on va pas partir là-haut pour se faire poignarder, hein. Je vous Exactement. remercie beaucoup, mais c'est intéressant de voir qu'il se passe plein de choses de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Juste Merci, Joël. une minute, donc une phrase pour terminer. Bah, je souhaite à tout le monde bah, de vivre cette expérience merveilleuse si elle le souhaite, de réussir à la vivre si elle le souhaite, et vraiment bah, d'aller vers ce chemin d'amour qu'on peut retrouver via la sortie hors du corps, parce que on a souvent entendu parler de la peur qui pouvait être véhiculée par rapport à ça, mais c'est avant tout un chemin d'amour, de reconnexion à soi. Merci Merci. beaucoup, Joël.